Bonjour Gérard, Bonjour Grégory. c'est un plaisir de t'avoir ici pour discuter un petit peu réalité augmentée et art. On va rentrer dans le sujet. Je voudrais juste que tu commences traditionnellement par te présenter et puis aussi nous parler de tes différentes casquettes. Ok, eh bien, donc Gérard Bernasconi, on peut dire que je travaille dans le milieu de l'image depuis de nombreuses années, on va dire 3 décennies pour faire simple, et j'ai un parcours au départ, surtout, on va dire, dans tout ce qui est artistique, la musique, et puis après, je suis allé très très vite, après 10 années de vie professionnelle en tant que musicien. Je suis allé vers le monde de l'image et donc à l'époque où j'ai commencé avec, on va dire, les premiers ordinateurs qui étaient capables de créer des images. Donc en l'occurrence, nos amis les Macintosh, j'ai commencé dans l'audiovisuel. On peut même dire, en ajoutant une précision avec le print, puis très vite, donc l'audiovisuel et tout ce qui est digital, digital, image digitale. Et je me suis consacré à ça pendant donc 3 décennies avant de tomber totalement amoureux de la VR et de la R autour des années 2016. Donc autour des années 2016, j'ai créé le premier blog francophone sur l'écriture de la réalité virtuelle parce que j'ai aussi un parcours dans l'écriture et dans le scénario classique, on va dire. Mais c'est vrai que mes preuves professionnelles, je les ai faites surtout dans l'écriture immersive, puisque, bon, voilà, pour parler d'une de mes dernières créations, j'ai pu écrire un scénario d'un, on peut appeler ça un long métrage, parce que sous Dôme 360, puisque c'était justement pour une fiction, pour un Dôme 360, les formats sont assez courts, donc dès qu'on dépasse 1 heure, on est dans le long métrage, contrairement au cinéma. Donc j'ai pu écrire ça pour une production italienne en 2024. Et c'est vrai que dans l'écriture, je travaille là-dessus depuis assez longtemps. Et après ce blog francophone, donc, qui date de 2017 exactement, j'ai créé un programme pour la fameuse école des Gobelins sur l'écriture en réalité virtuelle. Et de ce programme, j'ai tiré en fait un ouvrage, un e-book qui s'appelle L'écriture de contenu immersif, qui existe en français et en anglais d'ailleurs, et qui va revoir et renaître, bien que je l'ai déjà réactualisé 3 fois, sous la forme d'une formation, puisque j'ai pu remarquer que un e-book, en fait, est rarement vraiment parcouru, sauf par les passionnés, et je trouvais ça dommage. Donc, je vais l'accompagner d'une vidéo qui va motiver, on va dire, les apprenants pour leur donner des indications plus précises, un petit peu comme dans le cours présentiel qu'on peut avoir au Gobelin. Et cette vidéo qui fera entre 1 heure et 2 heures aidera, en tout cas, les apprenants à mettre en pratique ce travail. Donc, à partir de la écriture, création d'images, eh bien, on va dire que réalité virtuelle ou réalité augmentée, pour moi, je n'ai jamais fait la séparation entre les deux, bien que les deux, on va dire, les deux médias soient assez différents. Je n'ai pas participé à cette guerre un peu, un peu immature sur le fait que qu'est-ce qui sera le mieux, qu'est-ce qui va marcher le mieux, la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, de quel côté on est, dans quel camp. J'ai jamais participé à ça parce que ben, les deux ont des objectifs plus ou moins différents. Et moi, je peux même dire que j'ai pu mélanger les deux, notamment sur ce qu'on va aborder par la suite, c'est-à-dire les performances live. Voilà, je suis donc au final formateur en entreprise au prototypage VR et AR. Bien qu'aujourd'hui on va parler de l'artistique, je suis formateur à l'écriture, donc ça je viens d'en parler, et surtout pour tout ce qui est artistique, eh ben, moi je me décris comme un digital street pop artiste. Alors pourquoi pop? On va voir que ça a son importance. Je suis très axé sur l'accessibilité au grand public et donc le mot pop, on y reviendra, pour populaire, a son importance pour moi.
et aussi, bien entendu, l'influence du pop art, du street art qui m'est cher, parce que je fais des choses assez colorées, et dans la rue, puisqu'on va le voir, la réalité augmentée me permet d'exposer dans la rue où je veux, presque comme je veux, quand il n'y a pas trop de difficultés techniques, et presque quand je veux. Voilà pour mon introduction. Ben, c'est parfait. Juste avant, ben, tu as soulevé plein de pistes extrêmement intéressantes, comme tu l'as dit, la formation, l'utilisation en conditions réelles, on va dire, l'utilisation combinée de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Mais avant de, avant d'aller un peu plus dans le détail, justement, dans tes dernières expériences de réalité augmentée, est-ce que tu peux nous dire, ça c'est ton côté artistique, comment tu intègres la réalité, comment et pourquoi tu intègres la réalité augmentée dans tes performances artistiques? Ok. Alors, déjà, il faut partager, on va dire, presque en deux, mon travail artistique autour de la réalité augmentée. Alors, j'ai deux techniques en fait. J'applique en tout cas deux techniques dans mes créations. La première, elle est peu habituelle euh, parce qu'on n'en parle pas sous le terme réalité augmentée. C'est le fameux paper ghost ou projection holographique sur écran transparent. Donc, on a vu ça pour notamment, pas forcément quelque chose que j'affectionne, mais les chanteurs morts ressuscités. Voilà, on a eu droit à Tupac, à Whitney Houston, Hmm. Maria Callas, etc. Donc, ce sont des projections faites sur des tulles transparents et on intègre autour du réel, notamment pour Maria Callas, il y avait un vrai orchestre avec un vrai Oui, chef d'orchestre. Donc, il ne faut pas oublier qu'on mélange du réel et qu'on l'augmente avec une projection. Ce qu'on a donc sur des lunettes, par exemple en réalité augmentée, de façon mini, mini taille. Le téléphone ou la tablette, qui servent aussi beaucoup à la réalité augmentée, font office, on va dire, de support transparent, puisque la caméra, on va dire, entre guillemets, technologiquement, nous rend notre téléphone transparent, puisqu'elle oui, filme tout à ce fait. qu'on a devant nous et on tient le téléphone devant nous. Donc moi, je pars du principe que le Paper Ghost est un système de réalité augmentée à condition qu'il y ait du réel et des images qu'on ne pourrait pas amener autrement que par la projection. Alors, ce qui veut dire que moi, je fais ça sous la forme d'un spectacle et de performance de sculpture en live, sculpture holographique, et c'est ce qu'on appelle la technique du speed sculpting, parce que l'idée est, bien entendu, de ne pas prendre 2 3 heures pour sculpter Oui, quelque chose, et de prendre quelques minutes. Donc les sculptures peuvent aller de 1 à 6 7 minutes, grand maximum, la moyenne étant autour des 3 4 minutes. Et ben, je te propose d'ailleurs de montrer un petit peu la vidéo pour que les gens qui regarderont cette interview comprennent un petit peu de quoi je parle. oui. Je vais la partager et comme ça, on comprendra un peu mieux de quoi on Voilà. parle. Alors, ceci est du live capté sur scène, puisqu'on me voit derrière les sculptures en train donc de sculpter à toute vitesse, puisque c'est un petit peu comme un entraînement de sportif de haut niveau. Je travaille les gestes un par un pour sculpter chaque détail, pour augmenter leur vitesse et les faire dans un certain ordre, puisque il y a des changements de forme d'outils, il y a des changements de couleur d'outils, et puis, il y a toute la structure de ce que je vais sculpter. Ici, on voit un dragon, mais on a vu un serpent, on a vu une baleine. On- on- je sculpte donc en fait des animaux pour un spectacle qui tourne autour de la disparition animale et du réchauffement climatique. Donc voilà pourquoi il y a beaucoup d'animaux. Ils symbolisent chacun une partie du règne animalier. Donc la baleine pour tout ce qui est sous les océans, le désert par le serpent. Puis à la fin, on a même un réfugié climatique qu'on est en train de Mm. voir ici, qui finit un petit peu avec des, euh, des bonbonnes d'oxygène pour pouvoir respirer. Donc voilà, c'est un spectacle sur lequel il y a une voix off qui raconte une histoire, justement l'histoire de ce personnage qu'on ne voit qu'à la fin. Et en fait, c'est compté un petit peu comme un conte. Je me suis inspiré des contes des griots africains.
Et on a donc cette histoire avec une musique, bien entendu, et des alternances de danse, puisqu'en fait, on reste dans le street art malgré tout, même si on n'est pas dans la rue, Oui, l'influence est très très forte. Donc on a de la street dance, c'est aussi un spectacle qui s'adresse et qui veut drainer du jeune public, donc on a plutôt des musiques de type électro et hip-hop, que j'ai composé d'ailleurs. Et donc cette technique que moi j'appelle de la réalité augmentée géante, évite d'avoir un public qui va devoir porter des lunettes. mm, Ça permet aussi d'avoir un business model plus simple, puisqu'une salle de théâtre ou de spectacle est suffisante. Il n'y a pas à investir dans des lunettes qui restent relativement chères aujourd'hui pour qu'elles soient performantes et surtout, elles n'ont pas un spectre je parle pas de le spectre n'est pas le bon mot, mais un champ ouais. visuel très large. Hein. On a à l'intérieur des verres, tout le monde pense qu'on voit sur la totalité de surface de lunettes, mais en vérité, on voit que dans une petite portion carrée. Mm. Donc, les lunettes n'étaient pas le bon système. Et là où je parlais de réunion de la VR et de la R, c'est qu'on a pu le voir sur ces images. Je porte un casque de réalité Ouais. virtuelle parce que je sculpte dans un univers virtuel, un atelier, on va dire, de sculpture virtuelle avec le logiciel Tiltbrush qui a changé de nom puisque Google l'a offert, on va dire, en open source et maintenant il s'appelle OpenBrush, que j'ai repris et avec des partenaires codeurs, on l'a réadapté à la scène. Donc, en vrac, on a créé une caméra qui suit mon regard, mais qui est énormément, comme on dit, smoothée pour pas voilà, avoir des mouvements trop brusques qui donneraient la nausée au public. On a aussi quelque chose de très important, c'est que ces sculptures, au final, on les voit là, sont figées à la fin. Mm. Depuis ces vidéos, on a amélioré une technique qui n'existe que dans ma version de ce logiciel, qui est qu'en fait la sculpture à la fin peut être animée. D'accord. Elle peut être animée en temps réel, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas 3 minutes avant, 3 minutes après elle est sculptée. On peut l'animer soit avec des animations prédéfinies, soit avec, et on a fait les tests et ça fonctionne assez bien, soit avec une combinaison de motion capture, donc pouvoir par exemple avoir un danseur ou autre chose, un athlète, quelqu'un en tout cas qui peut apporter quelque chose de visuel physiquement et animer la sculpture, si elle a une anatomie humanoïde, bien entendu, pour l'animer en temps réel. Donc, sur le plan du spectacle, ça apporte beaucoup. Et alors, pourquoi réalité augmentée? Parce que moi, je suis le réel dans cette performance et ce que je sculpte est reprojeté en temps réel via des systèmes de projecteurs, hein, tout simplement, sur le tulle devant moi, ce qui donne cette impression de sculpture d'hologramme Mm, dont on n'entend parler que dans les romans de mm. science-fiction, comme les romans de Pierre Bordage, par exemple, où on a des sculpteurs holographiques dans tous les sens, mais ça n'existe que dans les livres. Eh bien non, puisque voilà, moi j'ai mis au point cette technique qui permet donc en temps réel, je reprojette l'augmentation sur ma propre personne, et c'est là où j'arrive à mélanger VR et AR. Je pense que c'est un des rares cas au monde où il y a ce mélange qui existe. Donc ça, c'était cette première technique. Alors, comment? Je viens de l'expliquer. Pourquoi? Simplement pour donner cette illusion de sculpture holographique et de donner, sur le plan du spectacle, quelque chose de neuf, de nouveau. Et bien entendu, c'est aussi une performance qui peut se faire Oui. hors spectacle, qui pourrait accompagner un set de Mm. DJ, sculpté. Là, je sculpte des choses, on va dire, figuratives, mais ça pourrait être aussi de l'abstrait, etc. Et on sent que l'important dans ce que tu fais, c'est le temps réel. Tu l'as dit à plusieurs fois. C'est vraiment le temps réel qui fait la performance même. Tout à fait, c'est le temps réel qui fait la performance même. Donc, comme j'ai dit, le temps réel de la projection holographique, Et de la donc, création. Les deux sont et complets en fait. voilà, de la création, puisque tout élément n'existe pas au début.
D'ailleurs, ils sont complètement dilettés à la fin, puisque je passe à un autre tableau. Donc, rien n'est gardé. Et surtout, en temps réel, on peut animer. Ça, donc, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Euh, je pense on pourra, je pense, après coup, rajouter une vidéo. J'ai quelques petites vidéos de l'animation en temps réel qu'on pourra mettre dans cette interview. On pourra Euh, les voir aussi sur ton site, hein, puisque tu as les on vidéos. peut les voir sur. Ton portfolio sera beaucoup plus complet sur ton propre site, bien sûr. Je voudrais juste quand même que tu abordes aussi l'autre aspect, puisque là, tu nous parles beaucoup de travail temps réel. Il y a aussi alors c'est pas un travail temps pas réel, mais tout ce que tu fais avec les applications, et en particulier ta dernière expérience, qui Tout à change un fait. peu de cadre par rapport à ce travail-là de spectacle vivant, en fait. Bien sûr, ça va être l'essentiel maintenant de l'interview, c'est tout ce qui est street art digital ou art digital urbain, on appelle comme on veut. Cette fois-ci, le travail va se faire dans le temps. Oui, Alors, bien sûr, les sculptures commencent toujours de la même manière. Je suis un sculpteur digital, bien qu'ayant commencé la sculpture réelle il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. J'ai fait de la glaise, du modelage. oui, Gravity Sketch est un logiciel très, très performant et très intéressant de design 3D sur lequel on peut autant modéliser, c'est-à-dire travailler face par face comme dans n'importe quel logiciel 3D, c'est-à-dire Blender, Maya, etc. Donc, on peut travailler vraiment comme dans ces logiciels, mais on peut aussi sculpter. On peut sculpter parce qu'il y a des outils assez incroyables et on peut travailler comme si on avait des feuilles de plastique ou de métal. On peut, en tout cas, avoir des plaques 3D comme ça qu'on peut tracer en temps réel. Et l'importance, parce que je travaille beaucoup sur le geste dans ma sculpture, donc le geste, c'est-à-dire transmettre mes idées en temps réel à mes mains, et mes mains vont, comme pour de la vraie sculpture, euh, modeler. Et pour moi, c'est de la sculpture parce que la différence avec la modélisation, c'est qu'il va y avoir l'intellect qui va s'interposer entre les deux. À partir de là, une fois que l'élément est prêt, souvent, je sculpte entre, on va dire, une demi-heure et une heure et demie, une forme qui va être souvent, pour moi, figurative, parce que je suis très influencé, je l'ai dit tout à l'heure, par le street art, le pop art, mais même le cubisme avec Picasso. Ça peut être aussi des gens comme Basquiat, Banksy, mais euh, je suis aussi influencé par tout ce qui est artistique de manière classique, c'est-à-dire que la Grèce antique avec les sculptures, et ça tombe bien puisqu'on va parler de mes sculptures pour les Jeux Olympiques, mais justement, les sculpteurs grecs antiques ont sculpté les humains, les hommes souvent, dans l'effort. oui. Bien sûr, et sculpter aussi des divinités, mais l'anatomie, tout ça, depuis la Grèce antique, on a quelque chose d'assez fort. Et même si moi, je m'inscris dans quelque chose d'assez moderne, je suis fortement influencé par tout ce qui est aussi classique. Donc, ça va commencer là. Puis après, eh bien, on va passer du temps. Cette fois-ci, le temps va être multiplié par un chiffre par un nombre à trois chiffres et par au moins 100, 200, 300 parce qu'on va passer dans Blender. Et dans Blender, ben, qu'est-ce qu'on va faire comme mes sculptures, très souvent, je les veux animées, eh bien, on va construire un squelette, un rigging, puis on va travailler aussi sur des formes de textures qui me sont propres, donc un peu compliqué à mettre en place, puisque là, je travaille beaucoup sur à la fois des textures qui expriment la réflexion métallique, mais aussi la transparence, donc le métal, le plastique, des choses comme ça. Et après avoir fait tout ce travail de rigging, de texturing, on va aussi animer tout ça. C'est des animations assez symboliques. Là, on va le voir pour le sport. Je reste très, très symbolique, des animations très lentes.
Et après, il va falloir passer sur Unity, le logiciel qui va me permettre de mettre l'interaction et surtout de transformer l'élément en application, donc l'élément artistique en application qui va fonctionner sur téléphone ou tablette pour l'instant, et qui dans le futur, j'espère, va pouvoir se connecter à des lunettes en réalité augmentée. Et donc voilà comment je travaille. On va revenir, bien entendu, sur les applications. Unity va me permettre d'exporter ce qu'on appelle un build, c'est-à-dire en fait un point APK sur nos téléphones Android. Se pose aussi le problème de l'iOS. Alors on peut aussi exporter depuis Unity pour iPhone. N'ayant pas les moyens et le temps de le faire avant les Jeux Olympiques, donc pour tout ce qui est iOS, j'ai travaillé avec le logiciel Lens Studio qui est édité par Snapchat. Donc Snapchat, c'est pas qu'un réseau social, c'est aussi des gens qui ont créé un logiciel qui ressemble beaucoup à Unity d'ailleurs et qui s'appelle Lens Studio et sur lequel, par contre, j'ai eu d'autres contraintes dont on va parler, qui sont différentes. J'ai pas pu faire une galerie complète. Je suis obligé de faire des filtres, comme les filtres pour avoir des petites oreilles de chat ou des moustaches ou des lunettes. Eh ben là, mes filtres permettent de voir mes sculptures dans la rue, mais c'est une par une. Voilà. Et donc, Alors, pourquoi je finis avec ouais. la réponse à pourquoi. Pourquoi faire du street art digital? Parce que c'est un concept assez peu exploité par les artistes digitaux. Voilà. On a des œuvres physiques augmentées, c'est-à-dire des tableaux sur lesquels l'artiste va placer une animation, une extension, euh, un éclaté de sa peinture. Mais donc ça, c'est des œuvres hybrides, hein. Moi, je suis 100% digital. Donc, en tant qu'artiste digital, je, je considère que les apports, souvent, je ne dis pas tout le temps, mais souvent sur une œuvre physique, sont un peu gadgets. On ajoute une petite animation, on fait ça à la va-vite pour dire j'ai fait du digital et contenter peut-être des galeristes ou des collectionneurs, euh, ou soi-même d'ailleurs. Moi, je suis 100% digital et je ne déteste pas du tout les œuvres hybrides. J'aimerais beaucoup et j'ai des projets avec des artistes qui font des œuvres plastiques, donc des tableaux notamment. J'adorerais partager, mais je ne veux pas que l'apport digital et augmenté soit un petit gadget. Il faut que ce soit une œuvre à part entière qui complète l'œuvre d'origine. Donc, pour l'instant, en tout cas tout seul, moi, je ne fais que des œuvres 100% digitales en interaction avec le réel. Alors, tu nous as décrit la genèse et la fabrication de ton expérience The Olympians. Donc, les gens peuvent, on mettra des liens, les gens peuvent le tester directement. C'est très intéressant parce que en t'écoutant, tu as vagabondé constamment d'un vocabulaire de l'artiste, du sculpteur, à un vocabulaire très technique du développeur. Constamment, tu as fait le lien entre les deux. Alors, je vais te poser une question un peu bête, mais est-ce que ces deux visions sont compatibles? Et derrière ma question, qui est un peu qui est un peu plus profonde peut-être, c'est tu parles de réalité virtuelle, réalité augmentée. Est-ce que tu vois des opportunités finalement pour tous les artistes à utiliser ces technologies? Et est-ce que, de ton point de vue, le monde artistique est suffisamment formé à ça? OK. Alors, je vais commencer par la dernière question parce que je la trouve assez importante. Quoique non. Je vais quand même répondre rapidement à la toute première. Non, ça, elle va nous servir d'introduction. Alors, la compatibilité, je dirais, dépend de l'artiste. C'est vrai que être un artiste digital aujourd'hui, je vois beaucoup de raccourcis qui sont faits
par des artistes. Encore une fois, ça ne met pas ne remet pas en question leur qualité artistique, mais qui vont se contenter de prendre un scan ou une photo de leur œuvre physique. Donc, on va rester sur l'œuvre du peintre, mais ça pourrait être tout autant Une un sculpteur, sculpture, n'importe quoi, oui. et la vendre comme un NFT en image JPEG. Donc ça, c'est pas de l'art digital. Soyons honnêtes, on a fait un scan, une photo, même si on met un coup de brosse Photoshop par-dessus pour rajouter des traits de couleur, ça n'est pas une œuvre digitale. La matière digitale est une vraie matière, même si elle n'est pas, on ne peut pas la voir sur notre table comme un tas de glaise ou une palette avec des pigments, mais c'est une vraie matière qui doit être à la fois respectée, mais surtout utilisée. N'utilisons pas un nom inutilement sur un produit final. Si on dit qu'on a fait une œuvre digitale, il faut l'avoir travaillé avec de la matière digitale. Oui. Et c'est là où la compatibilité doit rentrer, mais je comprends à la fois que ce ne soit pas facile pour des artistes de se dire il va falloir que je mette des mains dans le code. Et moi, en tant qu'artiste, le code, ça ne m'intéresse pas. Ça, je peux le comprendre. Ça ne m'intéresse pas, c'est compliqué, c'est anti-artistique. Enfin bon, on va avoir des tas de raisons. Pourtant, si on remonte 20 ans en arrière, dans les années 2000, même 90, il y a déjà des artistes digitaux, pas si connus que ça, mais très connus dans le milieu de l'art contemporain, qui se sont frottés aux premiers ordinateurs et ont fait des installations souvent assez complexes, qui ont eu leur temps de vie par rapport au temps de vie souvent des OS des ordinateurs. Oui, Donc aujourd'hui, on a même des musées qui font de la restauration d'œuvres digitales des années 2000 en retrouvant des ordinateurs de cette époque pour faire fonctionner les œuvres de cette époque. Bon, ça c'est déjà, ça prouve que des artistes se sont penchés sur le code bien avant nos années 2020. oui. Donc, je ne dirais pas que c'est incompatible. Après, comme aujourd'hui, il y a une vague et beaucoup d'artistes veulent être des artistes digitaux parce qu'il y a eu beaucoup d'argent qui s'est créé autour des crypto-monnaies, c'est là où ça commence à coincer. Et effectivement, peut-on être artiste et on va dire technique. Alors, si on regarde bien, la technique est toujours présente. D'ailleurs, si on ne la maîtrise pas, c'est très dur d'exploiter toute sa créativité. Est-ce que je peux me permettre d'être un petit peu caustique Mhm. en disant quand même que si moi je veux faire de la peinture, j'ai des écoles de peinture. Si je veux faire de la sculpture, j'ai des écoles de sculpture. Si je veux faire de la VR artistique, est-ce que je bidouille dans mon garage? Est-ce que la matière numérique est considérée ou pas? Je pense que par méconnaissance, elle n'est pas vraiment Parce que considérée. c'est ce que tu as dit, la VR, c'est un peu, enfin, c'est pas un sous-produit, le mot est, c'est pas le bon mot, mais c'est une sous-catégorie, on va dire, comme il y a plein de catégories de peinture différentes, on utilise du numérique pour faire de la VR, comme on ferait du génératif, des choses comme ça. Mais Bien sûr. il y a la base, pour reprendre l'analogie, aucun mouvement artistique ne considère que la peinture est une matière artistique. Ça va être très dur quand même de faire progresser le domaine. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça fait partie des obstacles. Pourquoi? Ben, bon, déjà, par exemple, en VR, l'intérêt plutôt de sculpter. Pour être honnête, peindre, il y a très peu de logiciels de painting en VR. Sur une tablette, si on veut faire du painting digital, sur une tablette Oui, écran, pas hein, besoin de VR. moi j'en ai une et tout ce qui est 2D, peinture un peu spéciale, avec des animations, des textures, je peins directement, je dessine sur une tablette écran qui me permet voilà, de faire du digital à partir du digital sans partir de quelque chose de physique. J'y mets pas un point d'honneur, mais voilà, maintenant que je suis dans cette mouvance, je travaille avec et j'essaie d'en exploiter toutes les possibilités. Mais il y a eu un petit quelque chose dont j'aimerais parler et que je n'ai pas encore abordé, c'est le binôme
entre l'artiste, le binôme possible, hein, Hmm. parce qu'on peut être les deux à la fois, mais moi c'est mon cas, je suis en binôme, euh, et donc le binôme avec le codeur, Oui. l'ingénieur codeur. Et je dois citer quand même quelqu'un, donc Dominique Yolin, de son prénom et de son nom, qui est quand même un partenaire avec lequel je travaille sur la partie dure, on va dire, du code, puisque moi-même, je ne suis pas codeur, je vais être clair là-dessus. Je comprends le code, comment dire, comme quelqu'un qui comprendrait quelques mots dans une langue étrangère et qui arrive à comprendre un texte dans sa globalité, voilà, Hmm. qui va le lire en diagonale. Mais après, dès qu'il s'agit vraiment de coder, je peux comprendre une dizaine de lignes de code, intervenir avec mon ami ChatGPT qui va me sortir du code et l'appliquer dans Unity. Mais après, partir from scratch et faire du code pour rendre interactif de nombreuses pages sur une application en AR, ça, je n'en suis pas capable. C'est exactement ce qui s'est passé aussi pour le logiciel de sculpture qui maintenant permet d'animer les Hmm. sculptures. Sans mon partenaire Dominique Liolin, je n'aurais pas pu aller très très loin à ce niveau-là. Il y a un artiste digital qui veut aller vers, en tout cas, une expression à travers des applications, qu'elles soient en réalité augmentée, qu'elles soient desktop, c'est-à-dire qui vont aller sur un ordinateur ou sur un téléphone. Moi, je pense qu'il est tout à fait utile de s'allier avec un ingénieur qui va participer à la création. On a le magicien aussi numérique Moula Oui. qui travaille avec des codeurs pour faire ces illusions. Voilà, c'est quelque chose qui peut permettre, bien entendu, aux artistes qui sont prêts à s'allier avec quelqu'un d'autre, ce qui n'est pas toujours le cas. L'artiste est souvent un peu solitaire, a toujours un petit peu peur qu'on lui prenne ses idées, etc. Mais le complément, en tout cas, de l'ingénieur codeur n'est pas inintéressant et peut, en tout cas, permettre à certains artistes de se dire, tiens, je peux me mettre au numérique parce que je vais travailler avec quelqu'un. On a parlé de certaines difficultés hein, qui sont liées à la technologie. Et tu as développé les différentes étapes, par exemple, de la mise en production de Olympian, en notant à chaque fois que c'était pas si simple de passer de l'un à l'autre et qu'on pouvait y passer du temps. Tu nous as aussi parlé des possibilités et des opportunités. Maintenant, je voudrais aussi que comme tu travailles dans le domaine depuis très longtemps, à travers différentes expressions artistiques et en rencontrant des personnes finalement assez diverses, hein, entre les techniciens et les élèves que tu peux avoir dans des écoles. On- je pense que tu as une vision globale de la chose et surtout ce qui m'intéresse, c'est une vision sur le temps. Comment les choses évoluent? Est-ce que de ton point de vue, l'impact de la technologie immersive dans l'art a changé, je ne sais pas, ces 10 dernières années, et est-ce qu'elle va changer encore? Parce que j'imagine, mais vers quoi? Alors, dans le temps, on a pu constater quand même une certaine évolution. On va dire, une fois passé toute l'excitation médiatique sur la VR et la R, c'est Hmm. merveilleux. Puis un an plus tard, la VR et la R, c'est catastrophique. Puis un an plus tard, c'est à nouveau merveilleux. Donc on a ces vagues médiatiques auxquelles certaines personnes, professionnellement parlant, sont habituées, puisqu'on vit ça depuis les années 90, hein, notamment avec la grande apparition d'Internet, des sites, puis après du contenu. On a eu les premiers contenus qui étaient vraiment pas du tout pertinents. Je vais être un peu dur, mais il y avait un contenu pertinent sur 100, voire sur 1000 parfois. Pourquoi? Parce que, bien entendu, tout le monde veut s'y mettre, tout le monde veut gagner de l'argent et tout le monde ne cherche pas à comprendre à quoi servent les choses. Et pourtant, réalité augmentée, il y a deux mots, et ces deux mots, ils ne sont pas pris en compte. On a le réel et on l'augmente. Et on l'augmente parce qu'on ne peut pas faire autrement qu'utiliser cette technologie pour l'augmenter avec un device qui est bien souvent le téléphone. Voilà, on va
va pas parler des lunettes, puisque bon, c'est Mm. plus ou moins la même chose. Donc, à partir de là, pourquoi augmenter la réalité? Ben, pour apporter un plus qu'on ne peut pas apporter autrement. Et dans le temps, on a vu les choses s'améliorer. Parce qu'au début, ben, je parle toujours de ce syndrome le syndrome de la carte de visite augmentée. Mm. Donc, on Alors, avait, ouais, je vais défendre. Le truc, c'est le jeu, hein. Une nouvelle techno, on a des bien gens qui sûr, s'amusent un peu avec dans la plupart des cas, des utilisations qui sont pas pertinentes, on le sait. Après, on le sait, même pendant d'ailleurs, on s'en doute. Mais en tout cas, c'est fun. Tout le monde ça brouille s'amuse. les pistes, on va Voilà. dire. Voilà. C'est-à-dire ça brouille les pistes parce que beaucoup de personnes vont se dire, ah, c'est marrant, on a une personne qui parle sur le téléphone et je vois ben, ma pièce avec la caméra derrière. Je vois mon bureau, ok, j'ai un petit bonhomme debout sur ma table qui m'explique ce qu'il fait dans la vie. Euh, mais là, beaucoup de gens, ou même se posent pas forcément la question, mais se disent, bon, c'est bien, sympa, ces gadgets. Et hop, ils coupent et ils se souviennent plus de la réalité augmentée. Donc, on scie un petit peu la branche sur laquelle on est assise en faisant ce genre de produit. Et c'est vrai que avoir un apport, par exemple, tout simple, une visite guidée sur un lieu où le guide n'est pas disponible tout le temps, on peut avoir un guide virtuel, ça va être pareil, une vidéo avec une personne qui parle, mais qui va vous expliquer quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est toujours mieux qu'avoir un texte qui apparaît ou une plaque collée sur le monument ou une audio explication uniquement donc avec le son. Là, on peut avoir un guide, pourquoi pas, si c'est une exposition sur Alésia et Vercingétorix, qui soit habillé en gaulois, pourquoi pas. Mais là, on apporte vraiment quelque chose de plus que la fameuse carte de visite. Alors, je parle du syndrome de la carte de visite parce qu'on a eu plein d'autres mauvaises exploitations. Mais tout ça, c'était au début. Donc, on peut dire que quand même, aujourd'hui, ça s'améliore, bien qu'il reste beaucoup de choses, notamment dans l'art, parce qu'il faut qu'on revienne à l'art, hein, c'est un peu le sujet de cette interview. Euh, L'art augmenté, qu'est-ce que c'est quelque part? Pourquoi mettre une œuvre artistique proche du réel? Notamment, dans mon cas, c'est dans la rue. Pourquoi c'est intéressant de la mettre dans la rue? Pour plusieurs raisons. Petit 1, l'accessibilité. L'accessibilité à tout le monde, au grand public. C'est le principe du street art, hein, quand on a des fresques qui sont peintes sur les murs. Le street art numérique, déjà, évite tout ce qui est peinture, et même si, comme moi, par exemple, je n'ai pas demandé de permission pour exposer mes sculptures dans Paris, vu qu'elles sont virtuelles, elles ne gênent personne et elles sont vues par ceux qui veulent les voir. Oui. Donc, il y a déjà ce principe et cet avantage. Donc, accessibilité, non-dégradation, et pour finir, ben, qu'est-ce que je vais augmenter? Ben, l'idée, c'est d'interagir avec l'existant, puisque le réel est là. Que ce soit en pleine nature ou dans une ville, je vais me servir ben, soit de la nature, soit des monuments. Sur une ville, c'est pour ça que je me qualifie plutôt d'art urbain, c'est beaucoup plus intéressant puisqu'on va interagir. L'idée pendant les Jeux Olympiques, par exemple, c'était d'avoir mon basketteur, en tout cas celui qui représente la discipline du basket, qui aille marquer un panier, par exemple, sur l'obélisque de la Concorde. Mais aux surprises, je ne savais pas que l'obélisque de la Concorde serait enclavé par des gradins et inaccessible. Donc, effectivement, c'est un peu compliqué sur des événements comme les Jeux Olympiques où forcément une ville et un gouvernement ne vont pas mettre au courant des artistes comme moi qui sont assez peu connus, des emplacements, des gradins et des lieux donc où les disciplines vont être mises en place. Mais l'interaction avec le réel, d'autres monuments, donc d'autres œuvres d'art, je pense par exemple aux œuvres de Rodin, aux colonnes de Buren. Tout ça, on peut mettre d'autres œuvres artistiques, les miennes ou celles d'autres artistes digitaux, en corrélation, en synchronisation. On peut avoir, et ça, je l'avais prévu, je n'ai pas eu le temps, mais je vais le faire parce que de toute manière, mon exposition sur les Olympiennes, elle va durer au moins une année, Oui. avoir l'escalade
par exemple, représenté par un personnage qui escalade la tour Eiffel. Donc, Oui. je mets en interaction mon escaladeur avec notre plus grand monument parisien. J'ai un footballeur qui est au bout des Champs-Élysées et qui va marquer un but dans les arcades de l'Arc de Triomphe. Donc voilà, toute l'idée aussi, c'est d'interagir. Et voilà pourquoi l'art digital doit évoluer. Je, moi, je ne connais qu'en art augmenté les extensions de peinture, les extensions de l'existant. Donc, à partir de là, c'est vrai que j'ai pas encore vu d'art de rue en réalité augmentée. Je pense pas être le seul à en faire, mais comme ça, qui interagit avec l'existant, j'en ai pas beaucoup vu, en tout cas sur les réseaux sociaux, etc. Alors, si je reprends un petit peu ce que tu as dit, le bilan est plutôt mitigé dans ce cas, parce que allez, je vais être gentil, je vais dire que les premières fois qu'on a utilisé de la géolocalisation pour poser quelque chose de virtuel dans le paysage réel, c'était il y a au moins 15 ans, au moins. Et que bah, depuis ce temps-là, cette partie purement numérique, elle est quand même la partie, enfin le parent pauvre de cette diffusion des technologies immersives. Donc tu vois, toi, si je peux résumer un peu l'évolution de l'utilisation de ces technos vers quelque chose de plus, alors encore une fois, j'essaye de trouver mes mots, on va pas dire de plus pur, mais de, de- d'une meilleure utilisation de cette fameuse matière virtuelle dont tu parlais, qui reste encore un peu une matière secondaire, on va dire, au service d'une matière entre guillemets plus noble, qui serait de la matière classique, matière sur les œuvres. Tout à fait, je passe un petit peu pour le rabat-joie de l'art digital, mais j'ai pu lire un article, un édito très intéressant du rédacteur en chef de Ficha Immersive, qui est une newsletter très intéressante sur l'art immersif, qui disait à peu près la même chose. On ne se connaît pas, on ne s'est pas concerté, donc que effectivement le côté gadget est toujours encore présent, le côté réflexion, c'est ce que beaucoup d'amateurs d'art ne savent pas forcément, mais beaucoup d'artistes n'appliquent pas forcément, c'est la conceptualisation. C'est-à-dire, tout à l'heure, je disais, il faut avoir un lien direct entre son cerveau, ses émotions et le geste. Ça n'empêche pas d'avoir un concept auparavant. Et le concept, c'est qu'est-ce que je fais du digital, qu'est-ce que j'apporte dans ce langage qui est l'art et qui nous permet de transmettre des émotions uniquement sous des langages très personnels, puisque chaque artiste a le sien, et en plus non verbal et pas forcément figuratif. Quand on regarde l'art abstrait, on peut recevoir des émotions sans avoir quelque chose qui représente une forme connue, en tout cas par le cerveau, et un simple conglomérat de textures et de couleurs va nous transmettre un message. Est-ce que je Donc, peux, est-ce que le je peux te concept demander, aide à ça. pardon, oui, Oui. est-ce que je peux te poser une question pareille, un petit peu qui vient de ce que tu as dit? Alors, voilà, c'est ma question subsidiaire. Est-ce que le problème finalement de cet art numérique, de cette matière numérique, c'est pas simplement, hein, entre guillemets, qu'il n'y a pas de marché de l'art avec, qu'il n'y a pas de modèle économique possible. Quand tu fais une sculpture, tu peux la vendre, elle peut prendre un peu de valeur. Une sculpture, elle se suffit à elle-même, comme un tableau, comme un roman, comme une musique. Parce que aussi, dans ces univers-là, il y a des chaînes très identifiées de droit, on va dire, et qu'au final, l'art numérique, c'est difficile de le monétiser, c'est difficile de le vendre, c'est difficile d'en faire un marché, et que par conséquent, il n'existe pas, entre guillemets. Bah, tu m'as amené à faire un mauvais jeu de mots parce qu'il y a des chaînes et des blockchains dans l'art numérique. Et il est vrai que tout à l'heure, j'ai un petit peu critiqué les gens qui font des simples JPEG
soit en prenant leurs œuvres physiques. Je ne vais pas parler de ceux qui les faisaient directement en digital. Euh, euh, et en même temps, ce n'est pas totalement de leur faute parce que le marché de l'art digital, il est techniquement, technologiquement, je dirais, limité euh, parce que il est très facile de minter, c'est-à-dire de forger sous forme de tokens numériques euh, accompagnés d'un smart contract, donc une œuvre digitale, et de la vendre pour dire qu'elle est unique. Donc le smart contract va dire, vous qui possédez ce dessin sous forme de JPEG, vous en êtes l'unique propriétaire. Même si les gens ont des copies, elles ne valent rien. À partir de là, vendre des sculptures 3D, oui, ça fonctionne un petit peu aussi. On sait qu'aujourd'hui, on peut vendre des GLB, mais on ne peut pas les forger, comme on dit, c'est-à-dire les fusionner avec tout ce système de blockchain qui va le rendre unique. Donc, il va falloir fusionner une image, la lier à la 3D. Et alors, quand c'est une application interactive, puisque je vais en parler très rapidement, je fais aussi des œuvres d'art en réalité virtuelle, donc des œuvres d'art digitales qu'on peut avoir chez soi, qu'on peut acheter, qu'on peut projeter sur un écran plat. On n'est pas obligé d'avoir un casque de réalité virtuelle, Oui, mais on peut aussi rentrer dans l'œuvre avec un casque de réalité virtuelle. Ces œuvres-là sont des univers que j'ai sculptés complètement, avec une œuvre centrale qui est une sculpture avec de l'interactivité, qui est mon concept. On parlait de concept tout à l'heure, par exemple, ça, le concept, c'est un univers artistique, c'est même plus une sculpture, la sculpture elle est centrale, mais il y a tout le décor qui a été sculpté, et la sculpture est multipose, ça fait partie du concept. Et quand on se promène dans l'univers en VR, on déclenche des nouvelles poses qui expriment, on va dire, plusieurs parties d'un langage. Pour comprendre, il faut imaginer le penseur de Rodin qui pense, et puis qui pourrait se mettre à pleurer, qui pourrait se mettre à hurler de joie. Donc le penseur aurait d'autres émotions et pourrait les traduire si le bronze était malléable. Eh bien, c'est un marché complexe puisque j'ai été abordé par plusieurs vendeurs de NFT et quand je leur parle de ce que je fais, ils sont bloqués. Où certains me disent oui, oui, c'est très facile, mais en fait ne reviennent pas vers moi parce qu'en fait, au fond, ils savent que c'est pas très facile, mais c'est une petite pirouette qu'ils adoptent, c'est plus rare. Mais effectivement, oui, c'est possible, mais après, on ne peut pas aborder les grandes plateformes euh, connues de tout le monde où on a ces marchés ouverts hmm, au JPEG. Et c'est vrai que c'est une contrainte aussi, comme tu l'as dit, à l'évolution de la réalité augmentée dans l'art ou de l'art dans la réalité augmentée ou virtuelle. Et c'est bien pour ça que moi, je veux exposer dans les rues oui. gratuitement avec une application gratuite qu'on peut télécharger à partir de mon profil Instagram ou de mon site sur lequel en fait, tu donneras tous les liens. Cette application, on va un petit peu parler de géolocalisation. Elle est donc géolocalisée, mais la géolocalisation pour l'artiste est une question à part entière. Et peut-être que tu veux me rebondir sur une question, mais il faut qu'on Je en pense parle. que, ouais, je Il faut pense que qu'on en la parle. géolocalisation, comme tu l'as dit, c'est une question à part entière. C'est beaucoup moins simple qu'on peut imaginer. Ouais, hop, on prend des coordonnées, on pose un truc et puis c'est parti. Ça, je pense qu'on pourra réaborder cette question de façon plus large. Comme ça fait déjà un peu plus d'une heure qu'on discute. Euh, il faut que je te pose aussi des questions. Est-ce que tu peux assez brièvement nous parler aussi de tes projets futurs, sur quoi tu travailles, sur quoi tu vas travailler? Tout à fait. Alors, malgré tout, je repars des Olympiades, dont on n'a pas tant parlé que ça. Donc, c'est une exposition autour des disciplines olympiques. Je m'inspire effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, de la Grèce antique, mais avec mon style, mes outils. Et tout ça est vu grâce à une galerie, qui est une application qu'on peut retrouver pour Android. Et comme je l'ai dit, pour tout ce qui est iOS, il y a soit des liens sur ma page où on peut télécharger l'appli Android, soit carrément on tape Holoman sur Snapchat, il suffit de télécharger l'application du réseau social,
et on va tomber sur des lens. Alors, ces lens auront à chaque fois une carte qui permet d'aller sur le lieu dans Paris. Et si Snapchat fonctionne bien, c'est pas toujours le cas. On va reparler très brièvement quand même de la géoloc. Eh bien, ce ne sera pas de ma faute parce que tout a été parfaitement préparé, codé. Mais il se trouve que ces outils utilitaires fonctionnent pas parfaitement parce que, ben, en fait, l'emplacement GPS n'est pas aussi stable que l'on peut croire. En tout cas, tout ceci est disponible et donc les Jeux olympiques sont mis à l'honneur et sur les places parisiennes les plus connues comme le Châtelet, le Jardin du Luxembourg, même la gare Saint-Lazare, la Villette, la Tour Saint-Jacques, et j'en passe, les gens pourront retrouver mes sculptures animées. Sur cette même application, on a une galerie qui n'est pas AR, qui permet de voir toutes les sculptures animées hors contexte, donc sans la caméra. On peut voir déjà tous les personnages, les 8 personnages qui sont actuellement, qui vont être mis à jour. Je vais rajouter là dans les mois qui viennent d'autres disciplines comme les sports paralympiques, par exemple. Et puis, il y aura, j'espère aussi, des projets ludo-éducatifs, comme par exemple ce projet que j'ai pour les plus jeunes, les réhabituer à considérer les fruits et les légumes comme leurs amis. Et donc, il y a la série en réalité augmentée que j'aimerais bien produire. Et là, sur ce projet-là, j'aimerais bien plutôt rencontrer des producteurs qui serait une série interactive en réalité augmentée qui s'appelle Super Tomate. Et donc Super Tomate est un héros, comme son nom l'indique, qui vient d'une petite blagounette de cours de récréation pour les plus jeunes et qui est qu'est-ce qui est rouge et qui vole et qui porte une cape bleue. Et la réponse est Super Tomate. Donc je m'en suis inspiré parce que on l'entend depuis les années 80, cette petite blague, revenir régulièrement. Et donc, Super Tomate est un petit héros qui vit dans un monde de fruits et légumes. Et je pense que rendre un personnage sympathique comme ça auprès des enfants dans des aventures sans que le personnage lui dise je suis un légume ou un fruit et mange-moi parce que je suis bon pour ta santé, ce qui est un peu pas forcément très sympa pour un enfant qui, voilà, le rendre euh, par sympathie, en utilisant vraiment le terme sympathie au sens propre du mot, le faire vibrer avec ce genre de petits personnages, ça pourrait être intéressant pour développer le non-dégoût des fruits et légumes auprès des enfants. Voilà, donc la série interactive m'intéresse, l'art, bien entendu, en réalité augmentée m'intéresse. On parlera de la géolocalisation une autre fois, mais qui est quelque chose de très complexe. Et si des artistes regardent cette interview, qui se disent que c'est pas facile et ça va être très compliqué d'exposer des éléments bien ancrés dans la réalité. Mais là aussi, j'espère que ce sont des choses qui vont évoluer technologiquement euh, dans le futur. Eh ben, écoute, merci Gérard. Ça fait déjà beaucoup de choses d'intéressant sur cette liaison entre les technologies immersives et l'art qui se fait petit à petit à travers des péripéties toujours réinventées. Merci beaucoup. Merci à toi.